comme on a dit, le procès de France Fanon demeure d'une actualité troublante. Et aussi, nous sommes à un moment de profond bouleversement mondial. On va noter des inégalités, des fractures sociales, mobilisation contre le racisme structurel, les violences d'État, exclusion économique, héritage colonial non résolu. Et tout cela témoigne d'un monde qui ne se contente plus du statu quo. Je vais commencer directement à Jean-Claude. Question très classique. Pourquoi Fanon? Pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qui vous a inspiré à porter Fanon à l'écran en ce moment précis de notre histoire? Déjà, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous. Et pour rapidement répondre à la question, il y a aussi cette histoire de remonter la trace de l'histoire, qui était pour nous en tout cas fondamentale, dans la mienne en tout cas. Et dans mon parcours en tout cas de cinéaste, tous les films que j'ai pu faire sont des moments forts de la côte antillaise, chez la Guadeloupe, les Caraïbes. Et je pensais que c'était important aussi de constituer une bibliothèque filmique, à la fois pour partager mon histoire et aussi pour laisser une trace. Et Fanon, j'ai lu quand j'avais 17 ans, quand je suis arrivé pratiquement en France. Et je pense qu'il m'a structuré une sorte de déculturisation. Et il m'a permis aussi de construire des personnages très forts et entiers, comme tous ceux que j'ai pu construire dans mon cinéma. Et je pense que naturellement, arrivé au bout d'un moment, je pensais qu'il était important qu'on s'y attaque. Je ne sais pas encore de contexte contemporain ou historique, en tout cas je crois qu'il est important qu'on ait une œuvre qui raconte aussi le Fanon qu'on a chacun d'entre nous. Je sais qu'il est différent, mais en tout cas voilà, j'avais envie de parler de Fanon de la façon dont je l'ai reçu et ce que je pouvais aussi vous apporter. Merci Jean-Claude. Je vais passer à Alexandre. En fait, ma question, c'est quel était l'aspect le plus difficile pour incarner la vie aussi complexe et profonde de Fanon? Tu peux expliquer un petit peu dans l'espérance que les démarches que tu as prises pour représenter les personnages. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. D'abord, je voulais vous remercier à tous ici pour cette initiative et de faire projeter ce film ici. Pour nous, c'est un honneur. Donc, je remercie Chap et Moonlight. Aussi, je veux dire que cette salle, elle me plaît beaucoup de par les personnes qui y sont. Je vois beaucoup de jeunes, pour moi c'est très important. On a fait plusieurs projections et on a eu notre public adulte qu'on a rencontré. On savait qu'on allait avoir. Mais là, d'avoir des jeunes, pour moi c'est très important. On en a eu, mais pour moi, vous représentez l'espoir. Donc que vous soyez là aujourd'hui, c'est comme si vous participiez à ce que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire transmettre l'histoire de Fanon, parce qu'on sait qu'à travers vous, elle va continuer à vivre. Donc merci beaucoup d'être là. Le plus difficile, c'est de se dire qu'on va incarner un homme qui nous dépasse avec cette humanité qu'il avait. C'était difficile, c'était une pression tous les jours de se dire qu'il fallait être à la hauteur de son combat, de ses principes, de ses espérances. Donc je dirais pas qu'il y a eu un moment dans le film, c'est en général, c'est tout. Dès la préparation, c'était un enjeu, parce qu'il fallait être à la hauteur déjà du travail de Jean-Claude, qui a été fait sur plusieurs années, à la hauteur du travail de tous ces producteurs et de tous les techniciens qui étaient sur le film, mais surtout être à la hauteur de la responsabilité qui était de transmettre à ma génération, les générations qui sont là avant, les générations à venir sur le film. Et ça, c'est. Merci Alexandre. Là, on va sortir du film, on va passer dans l'arrêté d'aujourd'hui. Je vais demander à Féris, d'après ton expérience sur le terrain, comment tu vois la pensée de Fanon résonner encore dans notre société, dans ton travail que tu fais tous les jours. Merci beaucoup de m'inviter à parler de ce film dont j'ai beaucoup moins de légitimité pour parler que mes deux autres camarades. Mais effectivement, ça a été un personnage, je pense, qui, malgré nous, permet de conscientiser la psychiatrie de nos parcours de vie. Parfois, on est là, on ne comprend pas ce qu'on fait, on ne comprend pas nos réactions. Je te donne l'exemple ce matin de la peur des chiens, par exemple, pour certaines populations nord-africaines. C'est des traumatismes qui se lèguent de génération en génération. Parce que parfois, il y a des chiens qui étaient élevés pour agresser, notamment sexuellement, les coloniser. Et ça, il faut le savoir. Quand on regarde le rapport qu'on a à la femme blanche, quand on est issu
qui peut être très fétichisé ou au contraire très éloigné, mais dans les deux cas, on construit ça par opposition, par omisme, ça se traduit par des schémas coloniaux qu'on a intériorisés aussi. Mais justement, Fanon, à travers cette approche psychiatrique, on va dire, c'était intéressant pour nous, dès qu'on fait une formation, dès qu'on va sur le terrain, d'être en mesure de réhistoriciser et de comprendre pourquoi on agit comme on agit, pourquoi on est comme on est, et parce que généralement, la plupart du temps, quand on ne sait pas ce qui se passe, on va dire que c'est nous le problème, on va essentialiser, on ne va pas forcément se poser les bonnes questions. Donc nous, voilà, c'était important à travers ce genre de figure, de capter aussi ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes. Et puis au-delà de ça, la question que je trouve vraiment traitée dans le film, c'est la question de la violence dans l'œuvre de Fanon. Et cette question de la violence, il l'aborde notamment parce qu'il était au FLN, au Front National de Libération, et il explique très bien que la question de la décolonisation ne peut passer que par une phase violente. Mais pas parce que c'est souhaitable la violence, c'est parce que parfois le rapport de force il permet d'émanciper et de libérer lorsque la libération ne vient pas d'un point de vue, voilà, un peu comme on le voit notamment avec les siècles des Lumières en disant bah, regardez, on a compris que la domination c'était pas ouf. Non, c'est parce qu'il y a aussi des luttes, et parce qu'il y a aussi des gens qui se structurent et qui s'organisent à la fois pour la fin de l'esclavage, à la fois pour la fin de la colonisation. Et ça, c'est aussi une manière, pour nous en tout cas sur le terrain, non pas d'être particulièrement violent, mais de savoir que le rapport de force, c'est important. Et que parfois, demander gentiment, c'est pas ça qu'il faut faire et qu'il faut réussir à arracher nos libertés, il ne faut jamais s'en excuser. Merci Féris. Je ne sais pas si Jean-Claude, tu veux reprendre un petit peu ce qu'il disait, parce que voilà, la raison pourquoi tu as choisi cet angle, ça pourrait être intéressant. Alors, je trouve que c'est intéressant d'échanger avec vous parce qu'on est quand même de différentes générations et j'ai le même parcours que vous. Il n'y avait que 3, je pense, générations de plus dans ces violences, on l'a connu et j'en ai tiré aussi les conséquences. Et clairement, dans l'angle qu'on a voulu prendre aussi, c'est ne pas l'enlever. C'est que de fait, la violence est radicale. Et nous, on pourra parler des exemples, il y a aussi une chose qui est très chez Fanon, c'est comment il neutralise cette violence. Comment, de façon radicale, il la neutralise. Et je pense sincèrement qu'on a essayé très clairement de répondre d'une violence à une autre violence, mais une violence à une autre violence. Et je pense qu'on n'est pas tout à fait armés comme ceux qui sont violents contre nous. Et je pense que les jeunes générations, il y a quelque chose sur lesquels on n'a pas, en tout cas on n'avait pas fait dans la conscience en humain, c'est qu'on était aussi très écrits, très armeux, et on n'avait pas beaucoup de solutions pour répondre à cette violence. Donc on répondait par les bras, par les poings, par tout ce qu'on pouvait. Et finalement, je pense que ça n'a pas beaucoup à faire avancer notre portée, en tout cas, la psyché dans laquelle on était. Et quand je lisais Fanon, à un âge beaucoup plus. J'ai lu quand j'avais 17 ans, je l'ai lu quand j'avais 30 ans. Et une fois, quand j'ai lu à 30 ans, j'ai bougé comme ma pensée. Et en lisant Fanon avec un vécu beaucoup plus profond, j'ai compris que lui, il neutralisait cette violence. C'est-à-dire qu'il est radical, il est pensé, il est tellement instruit et construit que cette violence, il la met autrement. Je pense que quand on regarde Fanon, il faut savoir que c'est un psychiatre qui parle. C'est pas nous. C'est pas militaire, c'est pas policier, c'est un psychiatre qui nous parle. Et il parle à des gens qui ont aussi cette problématique sur lesquelles il y a aussi beaucoup d'aliénation. Et comme tu fais, c'est ça quoi. C'est comment se défaire de l'aliénation dans laquelle les parents ou les grands-parents ont été construits. C'est tout en fait sur la psyché. Et je ne dis pas qu'il faut mettre de côté, comme je fais raison, il faut garder cette violence, il faut la construire et la donner autrement. Et il y a des séquences avec Alexandre qui m'en parlait, sur lesquelles on a voulu vraiment la tester, dont la partie académique, il efface une violence. Naturellement, n'importe qui d'entre nous, on va répondre à cette violence. Et lui, il use autrement. Il neutralise cette violence. Et je pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on travaille, c'est comment on va évoluer dans la société, en sachant qu'il faut rester radical, ne pas baisser la tête ni reculer, mais comment on va avancer, et comment on va neutraliser. Et parfois, permettre à l'autre aussi de descendre dans cette violence. C'est ça l'intérêt. C'est celui qui est violent, comment on va faire redescendre. Je ne sais pas si Alexandre peut ajouter quelque chose. On a parlé de structures de pouvoir et de comment on peut les placer à travers la violence. Mais je voulais passer sur un autre niveau, le côté mental. Donc on a dit il est quand même un psychiatre et il nous rappelle aussi que la domination c'est autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur et que la colonisation n'est pas seulement une occupation d'un territoire, mais aussi un peu une occupation de notre pensée. Et donc, pour faire face de ce que je lui dis, c'est vraiment une transformation de la conscience, il faut une rupture en même temps, et une refondation de l'humain, recréer vraiment.
Et c'est un peu ce qu'on avait parlé ce matin aussi, qu'il faut pas forcément, et même dans notre recherche en fait, on parle de système en fait, il est cassé. C'est pas la façon de trouver une solution, c'est qu'il faut juste refaire à nouveau. Donc c'est un peu ça, ça s'aligne beaucoup. Donc la question pour toi Jean-Claude, c'est est-ce que le cinéma est lui-même, je pense qu'aujourd'hui c'est un exemple, est un outil pour faire avancer la justice et la décolonisation et contribuer à transformer les consciences. On a vu vraiment c'était dur pour les gens. Et aussi c'est intéressant de voir, c'est après les retours que tu as eu du public, si tu as eu des réactions, des prises de conscience, enfin, expliquer un petit peu s'il y a des changements dans les consciences. En fait, je pense que ce film m'a beaucoup fait nourrir, déjà dans la construction, puis dans le travail avec Alexandre. Moi aussi, je suis parti des a priori, avec des directions sur lesquelles, en cours de chemin, j'ai évolué, j'ai changé. Et j'ai pris vraiment conscience de la force de la psyché. J'ai pris vraiment conscience dans quel état nous étions tous, dans quel état d'émission nous étions. Et des gens qui sont bien présents à moi en disant mais moi je suis aliéné, moi je fais ci, ça, j'ai combattu, je suis militant. Et en discutant avec eux, je dis mais en fait c'est un combat tous les jours. On n'est pas, en fait, on se désorganise pas et on n'en sort pas idem. Et tout un travail vraiment du quotidien pour arriver à avoir vraiment une vraie liberté, ce que l'on appelle l'homme nouveau. C'est vraiment un combat de tous les jours, parce que sans cesse on a attaqué au quotidien. Et si parfois on a un peu cet avantage de croire, on est sorti de là, ben, on baisse un peu les bras. Et je trouve que c'est important, c'est ce que vous faites, c'est dans le quotidien, c'est le quotidien, il faut être sur le terrain, dans le quotidien, il faut faire attention. C'est vraiment quelque chose qui ne s'arrête jamais, même à mon âge. Et dans ce film, moi je suis du cinéma, je suis un cinéaste, mais je ne suis pas dans un combat de terrain, donc je reste sur ma place en disant oui, il y a des gens qui sont tout le temps sur le terrain, donc c'est tout le temps dans le paquet. Nous, on est des métiers artistiques, on est dans un métier de création, on est aussi, je veux dire, dans le cinéma d'engagement, en tout cas de conscience, et ça, je pense qu'on l'a bien compris. Mais il y a pour moi quelque chose, c'est que le cinéma, ça reste quand même, le cinéma, c'est pas que le cinéma qu'on va guérir le cancer, c'est juste un outil qu'on vous propose, qui peut être analysé, contredit, des fois pas truqué, là c'est moins, mais nous, en tout cas, on essaie d'apporter quelque chose, que le travail multipédagogique, mais il est livré pour que vous, justement, vous torbiez, puis vous arrivez à voir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est moins, qu'est-ce qui est décalé dans ce que vous faites aujourd'hui. Mais c'est vraiment, en tout cas, je pense, après il y a 5 projets, mais moi je reste vraiment dans mon terrain de prédilection, dans lequel j'espère exceller, mais je ne peux pas, en tout cas, je passe tout en relais aux doctorants, aux psychiatres, aux militants de terrain, aux politiciens, pour qu'après ils prennent, et puis concrètement, qu'est-ce qu'ils vont en faire, quoi, sur ces paroles-là ou sur ces actions. Merci Jean-Claude. Alexandre, j'avais lu une interview où tu avais dit qu'après cette expérience, ça t'a changé aussi toi-même, un peu tes perspectives sur l'identité et la justice. Donc, est-ce que tu as eu un dessin vraiment de cette expérience de Finlande que tu as même tout le temps dans ta vie? Oui, ça m'a complètement changé. Parce qu'avant Finlande, je pensais être quelqu'un que je n'étais en fait pas du tout. J'ai dû revoir ma manière à moi de penser. Je me suis rendu compte que peut-être que je manquais un peu plus, je manquais de tolérance. Je me suis rendu compte que peut-être que ce que je reprochais des choses aux gens que moi je devais d'abord changer chez moi. En fait, ça m'a ramené à moi-même, ça m'a ramené à l'essentiel. Ça m'a permis de me remettre en permanence en question. Ça m'a aidé à évoluer en tant qu'être humain, me remettre en question sur le père que je vais être, le frère, l'ami, l'être humain, le futur peut-être voisin de 2 secondes avec qui on va discuter, avec qui on va partager une conversation. Et ouais, ça m'a énormément fait grandir, mais surtout ça m'a fait prendre conscience des choses qui étaient vraiment importantes dans la vie, c'est-à-dire le partage, l'amour, accepter les autres tels qu'ils sont, éviter de juger. Mais surtout, ça m'a donné envie justement de continuer à participer à des œuvres qui justement seront, comme tu disais tout à l'heure, peut-être des outils pédagogiques qui aideront peut-être les générations à venir à y voir un peu plus clair et aussi à avancer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous, dans la recherche, de la décolonisation de la recherche, aussi de décolonisation de l'art, culture et tout. Donc, je pense là, c'est pourquoi on est là aussi. C'est un très fort outil, on y croit beaucoup. Et là, je vais passer à Féris.
Tu enseignes à la Sorbonne et travailles avec des gens dans le territoire populaire. Et tu nous as partagé dans nos échanges des jours d'avant comment tu as créé un modèle d'éducation populaire qui aussi prend en charge tout ce que c'est la transformation psychologique et que voilà, dépasser ce sentiment d'illégitimité, de marginalisation est quand même nécessaire dans les luttes pour la justice sociale. Et donc, je voulais savoir, de partager déjà ton expérience et si tu as observé dans tes formations. Et voilà, je sais qu'après d'autres jeunes ont repris la relève, ont créé d'autres associations et tout. Donc, voilà, quelle transformation concrète tu as eu chez les jeunes et qui illustre cette écologisation de la pensée? Déjà, je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur la question de on n'est pas exempt dans un système qui est mauvais de nous-mêmes être mauvais et que du coup les témoignages qu'on a reçus ils sont importants pour ne jamais se penser meilleurs que les autres, dans le sens où que ce soit les populations qui sont marginalisées ou les gens qui sont engagés ou peu importe, ça ne veut pas dire qu'on est nous-mêmes à l'abri de reproduire les trucs qu'on dénonce. Et ça c'est important de le capter parce que j'ai un exemple ce matin d'un Black Panthers, j'ai oublié son blaze, mais il disait à l'époque que quand il se retournait dans la nuit dehors et qu'il voyait que c'était un blanc derrière lui, et ben, il était rassuré. Black Panther, c'était genre anti-racisme de summum maximum à l'époque. Hein. Ils avaient des fusils à pompe et menaçaient tout le monde. Et pourtant, eux-mêmes ne sont pas à l'abri de répéter des schémas raciaux qu'ils ont internalisés. Et c'est comme ça. Et donc je pense que réussir à se dire qu'on n'est pas nous-mêmes à l'abri de répliquer des schémas, ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui, plus ou moins, favorise le fait qu'on va avoir tel ou tel comportement. Quel système économique, quel système politique va faire en sorte qu'on est plus ou moins tenté de vouloir ce que son voisin est là, de vouloir la compétition, de vouloir la performance, de vouloir tout ça. Et ça, c'est des questions qu'on se pose pas trop, c'est pour ça que les œuvres culturelles, là de Jean-Claude en l'occurrence, mais de manière générale, elles sont importantes. Parce qu'elles vont véhiculer ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Si ce qui est possible, c'est d'être en top de la montagne, tout en haut, ok, bon, on n'aura que ça comme imaginaire de réussite. Mais si ce qui est possible, c'est d'être aussi dans la vallée, là il y aura autre chose. Si là on parle de Fanon, c'est un autre type de héros qu'il faut mettre en avant. Parce que la question culturelle est hyper importante. Généralement, quand on est issu de la diaspora, et après je répondrai à la question sur moi ce que je constate sur le terrain en termes d'émancipation, mais l'émancipation elle est aussi possible parce que culturellement il y a des œuvres qui sont produites par nous-mêmes. Parce que sinon on rentre dans quoi? On rentre dans un truc de ok, ils vont faire de l'argent sur des histoires qui ne leur appartiennent pas. Et donc forcément, derrière, l'histoire elle va être biaisée, elle va être du point de vue du colonisé, du dominant, peu importe. Et c'est pour ça qu'on a des films américains qui se ressemblent un peu près tous. Mais c'est pas une critique, c'est juste que c'est logique. C'est parce que les moyens de production culturelle, on parle beaucoup des moyens de production industriels, mais il faut reprendre aussi les moyens de production culturelle. Les moyens de production industrielle, c'est ça qui a fait qu'ils sont allés saccager nos pays et prendre les ressources qu'il y a en RDC, 70% du cobalt pour la transition énergétique, ça vient de là-bas, ok, trop bien, mais ça fait qu'il y a des mouvements de population, ces populations qui arrivent en France, ils arrivent, ah ouais, histoire de zinzin, on va faire un film sur toi. Mais t'es qui déjà, bonjour, on se connaît même pas, tu vas faire un film sur toi. Et forcément, les moyens de production culturelle, du coup on les a pas, on n'a pas le moyen de raconter nos histoires. Et à terme, même si le réalisateur, le producteur, peu importe, ils sont bien intentionnés, c'est pas ça le problème, on n'est pas en train de regarder les intentions des gens. La question c'est qu'à force, si on n'a pas les moyens culturels pour se raconter, et ben c'est d'autres qui nous racontent. Et forcément c'est faux, et forcément c'est pas juste. Et donc du coup, à force de autant d'années de racontage fait par les autres, ça fait que moi ça me déchire le cœur de voir soit des potes à moi, soit des jeunes qu'on accompagne partout sur le terrain, qui sont d'une forme d'abandon et de conviction qu'ils sont maudits parfois. Et ça, parfois, on ne sait pas comment se battre contre ça. Et j'ai l'impression que la seule chose qui a fait que parfois on s'en sortait, c'est parce qu'il y avait la communauté. C'est parce qu'on était en groupe. C'est parce qu'à des moments, même si on n'a pas reçu trop d'amour, on donne beaucoup plus que ce qu'on a reçu. Et on avait des voyages à vélo avec des mamans et des jeunes, et à la fin, ça se prenait dans les bras, ça sautait dans tous les sens, et on ne comprenait pas. Et en fait, c'est parce qu'on avait cette communauté-là un peu bienveillante entre nous, cette question de la réparation et de l'amour, en fait, qu'on se donnait, qui faisait que, ok, là, on va être dans un contexte, au fin fond du Brésil, on est parti en novembre dernier, avec un couple de mamans et de jeunes, on est allé voir des populations de là-bas, et bien même là-bas, c'était un truc de, ok, on va donner tellement d'amour, tellement de spontanéité, tellement de, ok, c'est quoi vos galères à vous, on va connecter avec... En fait, c'est qu'on connecte avec les douleurs des gens. On ne connecte pas sur des blagues, on ne connecte pas sur du positif, on connecte sur du négatif. C'est comme ça que vous allez avoir les relations les plus profondes de votre vie. C'est parce que, ah, là, vous avez la même douleur, et la même douleur qui se connecte, ah, folie, la vie. Et là, la relation, elle est hyper solide. Et là,
j'ai l'impression que nous, ce qu'on a fait, que ce soit au Brésil, soit quand on a fait notre voyage à vélo, on est passé par Xirocourt. Alors là, vous êtes à Genève, Xirocourt, vous ne savez pas ce que c'est, même en France, ils ne savent pas ce que c'est. Même à Xirocourt eux-mêmes, ils ne savent pas ce que c'est. C'est vraiment une ville, elle est perdue, Justine. Et on est allé là-bas, on est allé parler avec les jeunes et les mamans, et il y a une fille à la fin de la soirée qui me regarde et qui dit j'ai passé la meilleure soirée de ma vie. On a juste mis du tout à danser avec elle, tout ce qu'on a fait. Et pourtant, il y avait un truc de connexion qui s'est fait parce que juste on avait les mêmes galères, on avait les mêmes vies. Et donc je pense qu'être en mesure de réparer ce sentiment de marginalité, ça passe, et aussi d'autocensure qu'on a beaucoup, ça passe par le fait d'avoir des gens qui te ressemblent et qui te poussent, et qui y arrivent, et qui te poussent à pousser, qui te poussent, qui te poussent. Et qui à la fin sont convaincus que ta place, elle n'est pas là où tu pensais qu'elle était, elle n'est pas là où on t'a dit qu'elle était, elle est là où tu veux qu'elle soit. Et je voulais finir aussi avec le fait que je parle beaucoup et qu'on a Aïssé qui est dans la salle. Aïssé, mais c'est ça un peu caché, vraiment, ça marche pas. Et donc je voulais savoir si c'était possible pour la dernière question de faire un changement de joueur et de faire monter Aïssé à ma place. Oui, mais d'abord, dès qu'on parle de collectivité, je voulais un peu passer dans la salle et voir s'il y a des questions du public. Et même à ce tu peux monter à côté, tu peux même te mettre là, où je te prends le chef. Comme ça, s'il y a des questions, tu veux répondre, voilà, vous répondez ensemble. Tu vas applaudir. Et après, je vais poser la dernière question. Est-ce qu'il y a des questions du public? Toutes questions sont bonnes. Voilà. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cet événement. Vraiment, c'était incroyable. J'ai jamais vu France Fanon et il y a quelques citations comme celle du début du film qu'on connaît, enfin que je connaissais. Et lorsqu'on m'a demandé, mais est-ce que tu connais Fanon, qu'est-ce qu'il a fait, et tout, etc., j'ai bégayé. Mais je me suis dit, aujourd'hui, je vais avoir plus d'informations sur lui. Donc, déjà, le film. J'ai retenu 3 choses très importantes dans ce film. C'est que j'ai compris que les activités physiques et sportives régulent et sociabilisent. Et c'est très important. J'ai retenu aussi que c'est à travers le regard de l'autre qu'on définit son identité. J'ai compris aussi que l'éducation et l'art sont des armes. Une arme contre quelque chose, la peur, mais une arme aussi pour quelque chose, créer une société. J'ai compris aussi que la décolonisation ne passe que par la révolution, à la fin du film. Et j'ai trouvé le film, assez sombre, assez noir, et le sentiment que cela m'a donné à la fin, c'est qu'on se sent un peu poussé, porté par la violence pour obtenir gain de cause. Donc, j'ai 3 questions. La première est, qu'en est-il de la responsabilité individuelle, selon vous? La deuxième, c'est pour Alexandre. Tout à l'heure, vous avez parlé de préparation. Je voulais savoir est-ce que vous aviez lu Fanon avant de jouer le film. Et la troisième question, elle s'adresse à vous, monsieur le réalisateur. Vous avez parlé de l'évolution de votre pensée lorsque vous avez lu Fanon à 17 ans, puis à 30 ans. Et je trouvais que c'était intéressant de voir en fait qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué. Merci. Merci, on commence déjà avec 3 et je pense que c'est la prochaine. Vous pouvez répondre honnêtement, commencer par qui? Bonjour. Alors je vais recommencer, je vais commencer par le début. Moi quand j'ai rencontré Jean-Claude, j'étais pas auto-informé sur Fanon. J'avais déjà entendu parler de Fanon, notamment dans des chansons. On l'avait déjà évoqué quelques fois. Je voyais à peu près ce qui c'était, mais je ne connaissais pas son histoire et ses travaux. J'ai réellement découvert l'histoire de Fanon à travers le scénario de Jean-Claude.
Ce qui m'a encouragé après, bien sûr, à aller lire ces bouquins. Donc je les ai lus, j'ai commencé par Honor Mascolon, qui est sa première thèse. Ensuite, j'ai lu L'enceinte de la révolution algérienne, qu'il écrit pendant la guerre d'Algérie, puis après Les derniers de la terre. Et après, j'ai lu un livre d'Ali Cherki qui parlait aussi d'Algérie, et puis des travaux de Fanon, et puis j'ai lu un livre de Karima Lazavi qui parlait aussi de la guerre d'Algérie. Donc j'étais complètement obligé de travailler sur ces œuvres pour pouvoir essayer de l'incarner au mieux, et surtout avoir accès à sa pensée. Il n'y a pas beaucoup, il y a une seule vidéo de France Fanon sur laquelle il n'y a pas de son. Sinon, on a un audio de Fanon pendant une conférence, mais à part ça, on n'a rien sur lui. Donc il fallait aller travailler sur les bouquins pour trouver la psychologie du personnage et trouver comment le raconter. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis derrière, avec Jean-Claude, on a travaillé avec des historiens et des psychiatres. Voilà. Jean-Claude, la question pour toi. Alors moi j'ai lu la première fois finalement j'avais 17 ans. 17 ans parce que je suis né de la Guadeloupe et je suis arrivé à l'âge de 6 ans dans 95 et de on va dire 10 ans jusqu'à 17 ans, c'était un peu structurellement dans la tête c'était un peu le bordel quoi. Et j'avais des réactions assez impulsives et pas très matures. Et quand on m'a mis Fanon dans les mains, on me disait faites attention, c'est intéressant mais c'est extrêmement compliqué à lire. Parce que déjà, les gens qui lisaient, je pense à cette époque-là, lisaient d'une façon très intellectuelle. Et quand j'ai lu, j'ai trouvé le livre très fluide et très intéressant, et puis je me suis vraiment retrouvé dedans. Et au début, j'ai compris pourquoi ce livre il m'appelait tant, il m'a permis vraiment de mieux comprendre ma psyché, de mieux comprendre dans quel contexte j'allais grandir en tant que jeune adulte, et aussi de quoi j'allais faire face. Et quand je l'ai relu à 30 ans, du coup, j'ai compris qu'en fait de compte, j'avais lu toutes ces années Fanon, sans réellement savoir que je lisais un psychiatre. Je lisais un mec qui écrivait un bouquin. C'est à 30 ans que j'ai compris que celui qui écrivait Honor Mascolon, Les derniers de la terre, etc., c'était un psychiatre. Et quand il nous parle, enfin quand il écrit, il parle à des patients. Il parle forcément à des gens qui ont besoin d'entendre, de comprendre où ils en sont et comment ils vont se construire. Et je pense que la majorité des gens pensent qu'ils ne sont pas malades. La majorité des gens qui sont naturellement, qui fonctionnent pensent que non, puisqu'ils rigolent, ils parlent, ce sont des gens bien. Et comme tu l'as dit, c'est la psyché qui nous régule, c'est que le subconscient qui nous régule. Et que de génération en génération, on transporte du trauma, sans qu'il soit réellement visible. Et Fanon, justement, nous le donne dessus. Et le plus gros trauma, donc nous sommes petits enfants immigrants, c'est l'aliénation. Il y a l'aliénation chez le colonisé, mais aussi l'aliénation chez le colon. Donc nous, on s'occupe souvent de celui qui est en face, celui qui nous colonise, on le reproche, on gueule, on crie, on a envie de le combattre et de le déstructurer. Et comme tu dis très justement, si nous on ne fait pas avant, c'est mieux qu'on rencontre en face. D'abord, il faut d'abord savoir qui on est, comment on est construit, à quoi on veut échapper. Et là, on peut commencer vraiment à voir quels sont les arguments, les arbres qu'on va opposer. Alors, certains, clairement, c'est la révolution, la lutte armée, ils y vont. D'autres, ça passe par d'autres sociales, d'autres par la psychiatrie, enfin par la psyché, ce qu'on appelle faire la sociothérapie, c'est-à-dire un travail sur soi-même et qui englobe aussi les autres. Puis d'autres parlent souvent, je pense que c'est là où on retrouve aussi beaucoup d'artistes, sur le travail culturel et artistique. La musique, la peinture, la photo, c'est aussi une démarche de désaliénation. C'est extérioriser tout ce qu'on a, je pense à Pascal principalement, pour comprendre les rapports entre autres, même s'ils le font d'une façon interne, ils ne le font pas de façon volontaire, la majorité, mais c'est un travail de désaliénation, de parler de tout ce qui ne va pas, de parler de tous les traumas, de tout ce que nous on a envie de raconter, et souvent que l'autre ne peut pas comprendre ni entendre. Et c'est ça le problème. C'est que nous, on a beau crier, celui qui n'est pas dans une démarche de désaliénation, il n'entend pas ce qu'on lui il n'entend pas notre cri, il n'entend pas ce qu'on veut lui proposer ou ce qu'on a envie de lui dire. Donc l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Il faut vraiment que les deux soient dans un travail commun. Et c'est là le travail, c'est comment on parle à quelqu'un qui ne veut pas travailler en même temps que vous. Et je pense que c'est là où on est aujourd'hui. C'est là aujourd'hui, parce que moi, je veux dire que quand j'entends parler, je parle comme ça quand j'avais 17 ans, plus ans. Je me dis, qu'est-ce qui a pas progressé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes encore là, en train de revendiquer des choses qu'à mon époque, dans les années 70-80, j'étais encore en train de demander. Et je pense que vous avez fait le travail, tant que vos parents ont fait un travail, pour vous arriver à être mentalement construit et revendiquer encore des choses précises, et en fait, vous n'avez pas la même chose. En face, vous parlez à des gens qui n'ont pas fait ce travail. Donc du coup, vous avez beau parler, s'il y a plein de moments
Celui qui nous fait face ne fait pas une démarche de désaliénation, ben c'est sans fin, quoi. Donc les enfants feront la même démarche, ainsi de suite. Et ça serait le cercle vicieux. Donc je pense pas que ce film soit sombre, c'est une réalité, elle est radicale, mais ce que a proposé Alexandre, si je sens, c'est une sorte de réconciliation, non pas par amour, mais pour qu'on se mette au travail concrètement. C'est que les livres de Fanon, il n'y a pas que des gens concernés qui doivent les lire. C'est des gens qui ne sont pas concernés, c'est à eux les premiers. Moi, j'ai jamais compris pourquoi les gens qui rentrent en politique n'ont pas, comme un mascoton, les terre sur leur table. Ils ont tous les anciennes sœurs, ils ont tous les grands auteurs, pour leur culture, ils peuvent parler à tout le monde, mais ils n'ont pas, pour moi, un livre fondamental sur la psyché sur lequel ils veulent travailler, c'est Fanon. Et ça a été disqualifié, sans prendre la parole comme tu disais, parce qu'en fait, nous, dans les années 70-80, on nous a mis d'autres personnages. On a mis Martin Luther King, on nous a mis Malcolm X, on a mis, on dit c'est quoi notre histoire, Marcus Garvey, parce que pour nous, pour eux, c'était des gens inoffensifs. Tu prends pas les Malcolm X et puis le mec, tu deviens conscient. Mais prendre un livre de Fanon, là, ça devient notre histoire, parce qu'il agit sur vous directement. Donc Fanon a été disqualifié pendant plus de 30 ans, même s'il est resté chez les doctorants. Je pense que c'est beaucoup les doctorants, les gens qui font ce travail, qui l'ont gardé vivant pour que ça arrive vers nous. Mais la population propre n'a pas eu Fanon dans la main. Et je pense que c'est inévitable, par ceux qui ont des parents qui les ont emmenés là-dedans, mais je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le film a un regard cinématographique, mais c'est un regard aussi pour permettre à des gens à se réapproprier Fanon de la meilleure des façons. Pas comme quelqu'un qui était violent, parce que ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été quelqu'un de violent, c'est un psychiatre, c'est un intellectuel, c'est un scientifique. Donc il n'y a pas du tout une démarche. Je pense qu'on essaie de le disqualifier justement. On essaie de le disqualifier en disant mais c'est quelqu'un de violent pour le rattacher à la figure de Malcolm X. Pour dire oui, il y a le gentil Martin Luther King et il y a le méchant Malcolm X. Fanon, il n'est rien de tout ça. Fanon, il est unique dans sa branche. C'est un psychiatre. Et ça n'a jamais été. Pour moi, il n'y a jamais eu un personnage aussi puissant de la contre-révolution, de la révolution, qui peut le ressembler. Il est unique en son cœur. Merci, je passe à la suite. Lou, je prends la parole. Thaïs, ajouter quelque chose. Je prends une ou deux questions, voilà. 3 questions. Je le dis. Merci beaucoup, bonsoir, je m'appelle Luc. Venant du domaine du domaine de la recherche et de l'enseignement, vous avez parlé beaucoup des doctorants et ça m'a beaucoup parlé, merci pour le film, d'être là aussi. Et j'avais 2 questions. La première, vous avez beaucoup parlé d'aliénation. Et venant du domaine de la théologie, avec Paul Tillich, qui a beaucoup pensé là-dessus et qui en fait presque un synonyme du péché. Je voulais savoir si vous avez une définition un peu brève, simple, qui vous plaît. Jean-Claude, vous avez beaucoup parlé de ce mot, et des aliénés, aliénés. Et puis l'autre question, c'est un peu en lien avec le début, toute la partie plus atelier aussi, ce que vous avez fait, on avait presque envie d'être avec vous ce matin. Le début du film, il m'a vraiment marqué. J'ai l'impression que le début des œuvres, c'est toujours programmatique. Cette citation qui est souvent connue et qu'on a entendu, que ce qu'on connaît finalement, on ne le voit plus. Et je me dis, est-ce qu'on n'a pas tendance à prendre ces missions qui étaient celles de Fanon, avec en fait une expression de la colonisation et de la décolonisation qui était très précise, concrète, mais unique aussi. Et puis en sortant de ça, on a envie de se battre, on a envie d'aller au combat, mais on a pas conscience que le combat il a changé, que les règles ont changé. Et je vais vous demander quel est le challenge que vous voyez en fait à la lumière, un peu avec une actualisation de ce challenge et de cette mission pour les générations aujourd'hui. Même si on parle toujours de décolonisation, j'ai l'impression que la définition a changé. Merci. On peut commencer avec l'expérience sur le terrain. C'est tout ce que vous voyez avec des jeunes dans l'expérience. Et après, on passe à Jean-Claude pour la question d'aliénation. Bonjour à tous. Donc moi, pour faire le parallèle un peu sur le collectif que Félix a cité, premièrement, Fanon aussi, ce qu'il dénonce, c'est le fait que lui, au départ, par exemple, il ne se sentait pas forcément noir. Il se sentait antillais. Il voyait, même pas forcément antillais, il voyait son côté français. Parce que la Guadeloupe, c'était un territoire français. Donc quand il est arrivé en France, il a vu que c'était pas forcément. Il n'était pas forcément. Il n'était pas
le reflet de ce que les Français étaient en France. Et donc il s'est dit, ah mais là on est dans la catégorie noire. Alors que les noirs c'est plutôt les noirs d'Afrique. Et donc quand il a fait ce constat-là, déjà il y a une scène aussi qui décrit, je sais plus dans quel livre, je crois que c'est Les Damnés de la Terre, avec la fille dans le train. Ouais. C'est dans Les Damnés de la Terre. C'est Honneur masque blanc. Honneur masque blanc. Et donc en gros il y a une petite fille dans le train qui dit à sa maman, un nègre. En gros. Et donc lui, quand il entend ça, il se rend compte que en fait, il est dans la catégorie nègre, noir. Et donc ça le choque et il se dit, en fait, on est dans cette catégorie-là, alors que moi je ne me représente pas forcément comme ça. Et en plus de ça, si je suis vraiment un nègre, en fait, il a remis en question toute sa philosophie. Et pour moi, cette scène-là, elle est grave le reflet de ce que nous on est aujourd'hui en France, parce que on est français. Moi je suis française du coup, mais vous êtes suisse. Pour la plupart, je pense, et de se dire que en fait, on est dans un pays où on est français, on n'a pas forcément la bonne couleur de peau ou les bonnes origines, et ce qui fait qu'on se pose des questions, est-ce que le fait qu'on ait des origines étrangères, est-ce que ça annule le fait qu'on soit français ou suisse? Est-ce que on est du coup plus français ou plus de nos origines, etc. Et pour moi, le parallèle du coup qu'on peut faire avec tout ce collectif-là, c'est de se dire que ensemble, on a ce problème-là de un peu l'identité. On a ce problème qui, en fait, je sais pas quel terme mettre dessus, mais c'est comme si on était un peu des schizophrènes. On est un peu français, un peu étranger, et en fait, on ne sait pas se comporter parce que quand on est en France, on est des étrangers, quand on est dans nos pays, on est aussi des étrangers, et ça, pour moi, ça se reflète dans tous nos comportements. Par exemple, moi, pour vous donner un exemple, quand je suis à l'école, vu que je suis noire, ça se voit, je peux pas le cacher, et je suis un peu la fille noire. Donc c'est cool, je suis noire, c'est ok, je l'ai accepté. Ouais, c'est très bien. Mais quand par exemple je vais en stage et que en parallèle il y a des personnes qui sont noires et qui me disent, ou j'ai des collègues qui me disent t'es noire, traduis ce que la personne dit, je suis en mode je comprends pourquoi tu me dis ça. Et en fait, il y a ce parallèle entre je suis noire, c'est une fierté, et je suis noire, pourquoi tu me ramènes toujours au fait que je sois noire? J'ai une identité au-delà du fait que j'ai cette couleur de peau, que j'ai des origines, et pourquoi est-ce que forcément, parce que je suis noire, je parle à la même personne qu'une autre personne qui est noire? C'est pas forcément le cas. Et ce travail collectif qu'on doit faire, c'est retravailler nos pensées. Aussi le fait que nous-mêmes, dans nos communautés, on a des comportements qui sont en fait des pensées limitantes, ou même entre nous, au-delà du regard que les autres, les blancs, les français de souche peuvent avoir sur nous, on a ces comportements autodestructeurs entre nous, où on va se rabaisser, se dire non mais tu peux pas faire ça parce que c'est impossible, il n'y a jamais personne qui a fait ça. Non, c'est pas possible. Si tu fais ça, tu vas te casser la gueule, tu vas pas réussir, il n'y a jamais personne qui l'a fait, pourquoi tu vas être le premier, etc. Genre laisse. Non, laisse pas, fais-le. Et justement, on doit tous ensemble encourager les personnes qui prennent ces initiatives-là pour se dire ok, fais-le pour la communauté, pour que justement, peut-être que tu sois la première personne de couleur, la première personne racisée à le faire. Là, par exemple, le fait que Ferris aujourd'hui, déjà il soit prof à la Sorbonne, alors qu'il n'a pas de diplôme, c'est quand même une dinguerie, parce que c'est le premier à faire ça, et là, en fait, toutes les pensées se déconstruisent, et on se dit, en fait, si tu as une expérience, et surtout si tu as quelque chose à apporter dans le domaine, fonce, en fait, il n'y a pas de limite. Le diplôme, c'est quoi? C'est un papier. Après, oui, dans certains cas, c'est important. Mais Ferris est totalement compétent, il n'est pas moins compétent qu'un autre professionnel de son école. Pareil pour nous, avec nos associations, on n'est pas moins légitime de venir prendre la parole ici. En plus, c'est bien parce qu'on est tous des personnes racisées, donc on n'est pas moins légitime qu'une personne qui serait blanche à prendre la parole ici. Et c'est ce truc-là de vraiment, pour moi, s'encourager. Et je pense que, vraiment, si 2026 il était là, il aurait été fier de voir que aujourd'hui, déjà, il y a un film qui a été créé sur lui, que les gens en parlent, et surtout que c'est un modèle encore aujourd'hui pour nous, les jeunes, parce que ce qu'il dit, ses pensées, pour moi, elles sont genre intemporelles dans le sens où
c'est les vérités qu'il a dit qui nous permettent aujourd'hui de faire un peu le tri dans nos pensées. De se dire, en fait, comme il a dit Ferris, s'il y a des traumatismes psychologiques dans certaines communautés, c'est lié à ça. C'est pas parce que, juste parce que tu es une personne racisée, que tu es un arabe ou que tu es un noir, que tu es comme ça. C'est parce qu'en fait, il y a un schéma colonial qui s'est passé dans ton pays ou à travers tes ancêtres, qui fait que toi, aujourd'hui, tu as ces traumatismes-là. Et tout ça, c'est vraiment incroyable, le fait qu'on en parle aujourd'hui, qu'on arrive à faire le parallèle entre nos réalités et les réalités que Fanon a vécues, parce que pour moi, c'est les mêmes et c'est juste le colonialisme qui a pris une autre forme. Et on est toujours un peu dépendant de toutes ces pensées limitantes, du racisme, du séparatisme, etc., qui font qu'aujourd'hui, on a des barrières, et ces barrières-là, c'est nous qui devons les détruire. Et faire en sorte qu'on puisse aller en avant, mais ensemble. Merci. Je vais répondre à la question de l'animation, comme ça je vais prendre la dernière question. Les 2 questions, vite. Une question chacun, parce que chacun a pas tous les 3 questions. Et comme ça on va terminer bientôt, parce qu'il y a des gens qui vont aussi faire la rupture du jeûne, donc on va être respectueux de ça aussi. Donc voilà, Jean-Claude, ça pour l'animation. Non, mais on dit beaucoup de choses, et quand on dit beaucoup de choses, ça amène des débats. C'est ça qui est intéressant. Donc je voudrais aussi te répondre qu'il y a une chose très claire chez Fanon, c'est qu'il parle aussi, non pas de normes de temps, il parle d'être nouveau, d'un homme nouveau, aussi la femme nouvelle. Et c'est ça aussi qui est intéressant de déconstruire, c'est aussi qu'on t'a assigné en tant que noir. Les sections t'ont assigné en tant que noir pour pouvoir justement, clairement, mettre en place tout un système capitaliste pour prendre des ressources à un endroit. Et le fait de déclasser une population, on lui donne un terme qui, depuis des nations, l'a réduit à ce qu'elle est depuis le début. Et Fanon parle jamais de blanc, de noir, et parle d'être humain. Et je pense que c'est la première chose. Sinon, on continue, et moi je sais que c'est compliqué, même pour moi, parce que quand on dit d'où tu viens, moi je suis caribéen. Voilà. Après le Cameroun, tu es noir, je suis d'abord un endroit culturel qui s'appelle les Caraïbes. Et le fait, à chaque fois qu'on nous redéfinit, on nous définit, pour maintenant, pour l'instant, en tant que noir, c'est parfois dans le préjugé. C'est pas en noir en tant que couleur, c'est en noir de tout ce que justement tu disais, de tout ton parcours historique. Si quelqu'un dit tu es noir parce qu'il voit ta couleur, il n'y a pas de problème. Et quand il dit tu es noir, il va parler de tout ce qu'il y a derrière et de tous ces schémas caricaturaux, préjugés qu'il y a derrière. Mais voilà. Et moi, pour moi, l'idée, c'est d'arriver justement, si demain on doit nous nommer, c'est justement enlever, et c'est pour ça qu'on parle d'aliénation, de tous ces préjugés qu'il y a derrière. Le mot noir, arabe, etc. On n'y est pas encore, et c'est tout le travail dans lequel je pense qu'on est tous. C'est essayer de permettre aux gens de se nommer sans avoir tout ce schéma derrière, devant, de tout ce que nous on a été, et c'est pour ça qu'on parle tout le temps de remonter au fil de l'histoire. Nous on remonte, et aussi on a fait un travail formidable aux Antilles, ça s'appelle le donneur de mémoire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de populations, de communautés qui ont fait ce travail-là. Nous on l'a fait parce qu'on voulait justement ne plus avoir ce schéma de chaîne dans la tête. Et du coup, des fois on a un décalage avec d'autres gens parce que je sais qu'ils l'ont pas fait. Aussi dans mon arabe, je sais qu'ils l'ont pas fait. Donc du coup, il y a toujours un décalage. Et je ne dis pas qu'il faut prendre l'exemple, mais je pense que nous, notre parcours était tellement compliqué que si on voulait s'en sortir et d'être là devant toi en train de parler, depuis 17 ans, c'est un travail formidable qu'on a dû faire. Maintenant, on partage. Nous, on partage en sachant d'où on est venu. On ne partage pas en disant c'est pas moi qui parle. Je parle de toute ma communauté et de tous ceux qui ont englobé. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout aller dans le chemin des autres, parce que eux, pour moi, ils sont très loin, ils sont très loin pour ce travail-là. Donc du coup, on est tout le temps dans un truc à essayer de rattraper, et nous, les gens, on est loin, déjà, très loin. Et c'est pour ça, que tu as un peu répondu à l'aliénation ou pas. C'est vraiment un travail dans lequel je pense que je sais pas comment dire ça, parce qu'on dit on ne sait pas comment dire, parce que c'est tellement complexe que, fatalement, le mot aliénation, il englobe tellement de choses, et il parle à tellement de gens, il ne parle pas que ceux qui sont racisés, il parle à ceux qui nous font face. Et si tu dis à quelqu'un, un occidental, on va dire comme ça pour l'instant, qu'il faut aussi vous faire votre travail de mémoire, ça va être compliqué parce que lui va raconter que son histoire du côté positif. Il va avoir un schéma historique que du côté des choses fortes, que des conquêtes, en fait des victoires. Et jamais ils iront d'une façon éducationnelle parler aussi de la colonisation. C'est même pas que c'est tabou, ça remettrait trop de choses en question. C'est d'une violence de parler des enfants d'aujourd'hui que oui, que leurs parents, grands-parents ont colonisé, exterminé des endroits. C'est d'une violence, parce qu'ils ne se sont pas concernés. Et par contre, ça fait partie de l'histoire. Et c'est ça l'enseignement. C'est raconter d'une façon très éducative
remonter l'histoire. Mais pour chacun d'entre nous, remonter le chemin de l'histoire aussi. Merci Jean-Claude. Donc, deux dernières questions. Là, on était depuis 14h30, je pense que l'énergie, ça commence à baisser. Merci beaucoup. Déjà, je voulais vous remercier pour être ici, pour nous avoir parlé du film. Pour moi, c'est la deuxième fois que je vois ce film et de voir vraiment cette deuxième fois et vous avoir ici donné du contexte et de la matière aussi, c'est de la substance. Ça aide beaucoup à comprendre aussi un petit peu mieux la réalisation, aussi la production en tant qu'acteur aussi de vivre ce personnage. Donc je voulais déjà vous remercier pour ça. Et ma question en fait pour être très concise, je voulais savoir en quoi avoir fait ce film, avoir joué aussi dans ce film, ça avait changé votre rapport par rapport à l'Algérie, par rapport à la colonisation d'Algérie, par rapport à la guerre qui s'est déroulée. Est-ce que ça vous a permis de mieux comprendre, de nuancer ce que vous saviez déjà sur ce qui s'est passé en Algérie? Merci. Et je prends la deuxième, comme ça on retourne. Oui, Aline Samaké, du coup doctorante à l'Université de Genève. Je suis super contente d'avoir enfin vu ce film. À l'époque, quand il était sorti, j'étais sur mes terrains de recherche. Et j'avais suivi un peu de loin des espèces de petits shorts qui avaient tourné sur les réseaux sociaux concernant une interview que vous avez faite sur la diffusion et la difficulté de diffuser ce film, d'avoir des salles de cinéma qui étaient intéressées par ça. Et il y avait notamment Méline Lema, qui est une photographe assez chouette, qui avait comparé sur Twitter, en tout cas qui avait fait une allusion à l'histoire de Souleymane, donc autres films qui ont pour, on va dire, pour objet, ou disons qu'il y a ce plus petit dénominateur commun entre ces deux films, la question de la colonialité. Et pour le coup, l'histoire de Souleymane il y avait une espèce de gros engouement quand même autour de ce film, notamment autour de la personnalité de son acteur principal. Et du coup, je trouve que ça interroge beaucoup la manière dont en France, on a peut-être on n'arrive pas à traiter ces histoires, ces questions-là, sans passer par quelque chose qui est plus de l'ordre du témoignage, de la question un peu plus docile, on peut déranger, mais pas trop. Et c'est pas pour dire que l'histoire de Souleymane c'est un bon film, mais peut-être que c'est un film qui peut être un peu complémentaire à celui de Fanon, où Fanon c'est un peu la théorie beaucoup plus frontale, la vérité plus brutale, le sous-texte en fait théorique qui nous amène à réfléchir à comprendre la véritable histoire de Souleymane. Et du coup, je voulais savoir comment est-ce que vous avez vécu ça chez vous, et je trouve que ça pose du coup une question, et le corollaire du coup c'est plus à Paris que je pose la question, c'est sur comment est-ce qu'on arrive à rendre audible la question radicale en fait. Est-ce que vous êtes obligé toujours de tenir par la main et puis d'expliquer qu'en fait c'est passé par le pathos, passé par le témoignage, ou en fait dès qu'on monte en généralité et en radicalité, en fait on devient tout de suite inaudible, et j'entends souvent en fait quand vous prenez la parole dans les médias, je souffle tellement à votre place, donc voilà. Alors, commence par qui? Il est bon là-dessus. Pour la dernière question, c'est qu'elle est fraîche. Féris, tu veux répondre à la dernière question directement? J'ai pas trop de réponses en vrai, parce que rendre audible la radicalité, je me demande si c'est même pas contradictoire en tant que tel. Parce que la radicalité en sa substance, est-ce que vraiment elle a demande à être entendue? Elle s'exige, elle s'impose, mais je suis pas sûr qu'on doit la rendre audible. Je crois que je n'ai pas encore assez réfléchi à la question dans ma tête, je sais juste que si je parle de témoignage à nous et de ce que nous on essaie de faire, généralement, il y a quand même moi j'ai donc cofondé une asso, on a 5 salariés, forcément à des moments, quand j'ai des prises de parole, quand il y a des médias qui travestissent ce qu'on essaie de dire, quand encore récemment des histoires un peu compliquées à gérer, il y a toujours cette question-là de à quel moment on continue à faire le jeu d'une forme de délicatesse pour accompagner la penseuse, et à quel moment, évidemment, on a fait trop ce jeu-là et que ça ne fonctionne pas. Et que demander gentiment, on n'a fait que demander, et qu'il faut être dans une forme de reconstruction parallèle. Le but, c'est de dire, en fait, et ça, ça a été une des évolutions qu'on a vues au sein de ma structure, c'est qu'au début, on était beaucoup dans une forme de demande vis-à-vis des institutions publiques, des fondations, des gens qui nous accompagnaient. Et puis maintenant,
On a toujours ces fondations-là qui nous soutiennent, la Fondation européenne pour le climat, la Fondation France, c'est très bien, la Fondation SNCF, pour le projet. Mais de l'autre côté, on essaie de se défaire un peu de ça. En tout cas, moi, c'est ma vision aujourd'hui, j'ai parlé en mon nom, c'est de se dire qu'on va essayer de reconstruire à côté, en parallèle, sans forcément attendre l'autorisation tout de suite. C'est-à-dire que si on veut faire une exposition sur une place publique à Strasbourg, on la fera. C'est comme ça. Et c'est au bout d'un moment essayer de rentrer dans qu'est-ce qui est légal, et enfin, réinvestir le débat de la légalité, c'est super important. Parce que la question de la légalité, elle est souvent importante pour nous, citoyens, mais pour les entreprises. Si on suit un peu les grands projets autoroutiers, si on suit un peu les grands projets qui saccagent nos environnements et nos vies, la question de la légalité se pose beaucoup moins pour eux. Et généralement, il y a beaucoup de recours en justice qui traînent et des associations qui ont la charge de la preuve en France. Vous savez ce que c'est la charge de la preuve? La charge de la preuve, c'est en gros, c'est que l'association a pour objectif de démontrer que le projet est néfaste. Donc si là, je décide de couper des arbres et de faire un polyparc pour AIC, elle aime trop le polyparc. Et ben, elle va au polyparc, elle va pouvoir s'amuser là-bas, mais le projet sera déjà lancé parce que j'aurai déjà rasé des arbres. Sauf que le sujet, c'est à quel moment les associations qui vont pouvoir réussir à essayer de faire un rapport de force, elles vont pouvoir le faire parce que le projet est déjà lancé. Et donc, juridiquement parlant, c'est compliqué de revenir en arrière. Tout ça pour dire qu'à l'égalité, ils sont en rien à tirer. Et nous, par contre, quand il faut défendre nos droits, quand il faut défendre nos gens, quand il y a des jeunes qui sont humiliés chaque jour, que ce soit dans leurs espaces familiaux, dans des espaces d'environnement là où ils vivent, à l'école, peu importe, c'est toujours nous qui se posons la question de qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Et je pense que la question qu'il faut qu'on pose, c'est qu'est-ce qui est juste pour nous. Et cette radicalité-là, je pense qu'elle n'a pas à être audible, elle a juste à s'exercer, elle doit se faire au quotidien. Et après, nous, on viendra montrer nos histoires, on viendra montrer qu'on n'est pas là pour faire la guerre à qui que ce soit. Et ça, il faut l'expliquer aussi, parce que sinon, ça peut très vite faire peur. Par contre, au quotidien, oui, si y a une maman que vous voulez appeler dans la ville de Strasbourg pour liste municipale et qu'on trouve que c'est pas carré, eh ben on n'ira pas et on ne fera pas votre campagne, il n'y aura personne qui va nous influencer. Si on doit aller prendre de place, on prendra la place. Si on doit aller faire une projection sur l'Assemblée nationale, même si c'est illégal, on la fera. Enfin, généralement, les actions récemment, ça a été beaucoup tourné vers qu'est-ce qui nous semble juste, plus que ce qui est, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. Et ça peut effectivement laisser la porte ouverte à un plan de dérive. Donc on n'est pas là pour dire qu'il faut être dans l'illégalité, au contraire, mais juste dire la question de la justice, elle est hyper importante dans la radicalité. Et qu'est-ce qui est juste, ça devrait être une des premières questions qu'on se pose. Et on voit que même des fondations, des gens qui nous suivent, en fait, ils commencent à aller sur ce terrain-là. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, si on ne se pose pas nous ces questions, et ben en face, la légalité va laisser paraître comme normal, comme légitime, comme légal, le fait de, on voit avec les mineurs de l'accompagnement en France, de les ficher et de les suivre et de leur faire la misère. Ça va être légal. C'est illégal d'avoir des jeunes qui sont contrôlés toutes les semaines, ils sont salariés chez nous. Hein. Ils sont à l'école toutes les semaines, ils se font humilier. C'est légal. C'est légal de venir à l'après-midi et de polluer l'eau à Marseille si t'es rebelle et que ton frère et ta soeur meurent. Et une fois que Jamila Awash, militante à Marseille, dit écoutez, ce serait bien qu'on arrête de mourir en buvant de l'eau. Les meilleurs font quoi? Il a été en justice pour diffamation. 10 ans, elle finit par gagner, mais 10 ans de sa vie, ça va. Donc je pense qu'il y a juste une question de radicalité qui ne doit pas forcément être audible, mais qui doit se pratiquer. Merci Thérèse. Jean-Claude, réponse vite sur la question de l'Algérie. Ouais, je vais répondre à deux questions en une seule réponse. Et c'est clair, moi je suis d'accord avec le mot de légitimité, ou d'identifier qui vous parle et de quoi il parle et à l'endroit où il vous parle. Pour chaque film, aussi bien pour Souleymane que pour le mien, c'est la personne qui vous parle du sujet, est-ce qu'il est légitime du sujet, de où il vous parle de ce sujet-là et comment il aborde le sujet. Et moi je pense que l'exemple que tu as pris parfait pour Souleymane, pour moi c'est vraiment le parfait exemple. C'est qui a fait Souleymane, de comment il voit Souleymane dans sa psyché et comment il construit Souleymane. Et moi, je me suis aussi posé la question, est-ce que moi je suis légitime pour faire l'Algérie? Est-ce que oui ou non je suis légitime? Quand je suis arrivé en banlieue, mes premiers amis étaient algériens. Et ça m'a vraiment percuté parce que quand ils me racontaient leur parcours historique, ils me parlaient de l'Algérie, de la révolution, etc. Et moi, quand je leur ai raconté ce que j'étais en tant qu'entier, je n'avais rien à raconter. Et donc, du coup, leur histoire prenait souvent le pas sur la mienne. Et j'ai grandi comme ça, avec le fait que oui, évidemment, l'Algérie est la première démocratie qui a pris sa révolution. Et du coup, quand j'ai vraiment voulu trouver, en tout cas, un exemple concret sur lequel on allait faire Fanon, on n'a pas pris avant l'Algérie, on a pris clairement
l'Algérie pour montrer à quel point la colonisation avait cette photocopie la plus exécrable pour démontrer tout ce que Fanon disait dans les Latérales. Voilà, donc c'était vraiment pour moi le parfait exemple à montrer au monde, parce que nous on parle d'Algérie, mais pour moi on parle de Cuba, on parle de tous les endroits où la colonisation a fait ses sévices. On parle des Antilles, on parle de l'Amérique latine, et voilà. Donc pour moi c'était vraiment permettre, avec l'Algérie, de montrer l'exemple, qu'est-ce que c'est une vraie colonisation, et quel était son effet, et tous les traumas qu'elle a laissés derrière. Merci. Donc, pour conclure, dans un monde vraiment, si Fanon était parmi nous, je pense à ce qu'il avait mentionné un peu avant, qu'est-ce qu'il nous demanderait de faire aujourd'hui? Un mot, enfin, une petite phrase. Je ne sais pas ce qu'il dirait, je ne peux pas parler à la place des morts, mais en tout cas, je pense que déjà, il serait fier de vous, déjà. Vraiment, je pense qu'il serait très fier de vous, du travail que vous faites, vraiment. Et n'oubliez pas juste la phrase qui dit, c'est le regard de l'autre qui fait le noir, le fou, le juif, le malade ou tout le reste. Quand on oublie le regard de l'autre, on peut faire ce qu'on veut. Et aussi, je vais reprendre la phrase sur chaque génération dans une réalité. Toi, tu peux le dire. Oui. Et j'espère qu'elle va dire jusqu'à la fin, parce qu'il a arraché quelque chose que je trouve fabuleux. Non, c'est chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Moi, comme vous. Trouve ainsi sa promission et sa responsabilité dans la quête de la justice et de la liberté. Je voulais aussi remercier vraiment, tout ça c'était un travail qui a été fait pendant 2 mois, donc je vais remercier bien sûr Chap, l'équipe de Chap et toute l'équipe de l'artiste, mon équipe, si vous voulez, s'il vous plaît. Sophie, Marco, Zoe, Chechen, and Marion. And Marion, I don't know where she is, but here, so somewhere. Et merci pour vous, pour Stéphanie pour faire ce travail tous les jours avec les jeunes et Mélanie ensuite. Merci, bonne soirée. Et à la prochaine.